Salut tout le monde. Ce soir, nous allons nous aventurer dans un monde feutré, où le silence est d'or et où les conseils murmurés valent plus que les sermons criés. Tu es une jeune fille du Moyen Âge. Ton destin est tracé et ton avenir se joue souvent derrière une porte fermée. Les rituels, les règles, les recommandations, tout cela t'enseigne comment devenir ce que l'on attend d'une épouse, surtout quand la nuit tombe. Tu ne survivrais probablement pas à ça, pas parce que c'est cruel, mais parce que c'est écrasant de conformité. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et pendant que j'y suis, dis-moi en commentaire d'où tu écoutes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Tu traînes les pieds dans la poussière du chemin qui mène à la maison de ta tante. Elle t'a fait appeler pour te montrer des choses importantes pour ton futur mariage. Tu sens déjà que tu ne vas pas rigoler. Ce n'est pas un de ces après-midi où on t'apprend à broder des marguerites ou à faire du pain sucré. Non, cette fois, c'est sérieux. On t'a glissé que tu vas apprendre à servir au lit. Tu ne sais pas exactement ce que cela signifie, mais le ton dans la voix de ta mère t'a dissuadé de poser des questions. La grange est fraîche, l'air y sent la laine sèche et la lavande. Assises en cercle, 5 femmes âgées te fixent comme si tu allais passer un examen. Pas celui où tu récites des psaumes, non. Celui où tu apprends à devenir silencieuse et obéissante, même dans l'obscurité d'une chambre conjugale. Une voix rauque commence. Une bonne épouse, c'est comme une nappe propre. Elle ne fait pas de bruit, mais elle fait bonne impression. Ah, voilà le ton. Tu t'assois, tu écoutes, et tu découvres que, dans ton monde, les devoirs conjugaux sont une responsabilité sacrée. L'homme donne, la femme reçoit, et puis elle sourit. C'est plus ou moins le résumé de la séance. On t'explique, à mots couverts, qu'il faudra toujours dire oui. Pas forcément avec la bouche, mais au moins avec les yeux, ou les épaules, ou l'absence de mouvement. Tu es censé être une mère calme, pas une mère démontée. Le seul endroit où tu peux créer une tempête, c'est dans ta lessive. Les femmes rient parfois entre elles d'un rire feutré qui laisse penser qu'elles savent plus que ce qu'elles disent. Tu apprends qu'il faut se détendre, faire semblant si nécessaire, et ne jamais, jamais montrer qu'on a mal. Une des tantes murmure que certaines douleurs sont passagères, mais que la honte reste. Charmant programme. Tu penses alors aux mariées que tu as vues au village. Celles qui ont disparu derrière les rideaux blancs de leur chambre pour réapparaître 2 jours plus tard, les yeux plus creux, mais le dos bien droit. Tu comprends mieux maintenant ce qui les attendait. Ton apprentissage se poursuit sur plusieurs jours. Les tantes ont chacune leur spécialité. L'une montre comment plier ses vêtements pour montrer son obéissance. Une autre enseigne à respirer calmement, pour ne pas irriter son mari avec des soupirs intempestifs. Tu apprends à verser du vin sans faire de bruit, à éteindre les chandelles sans souffler trop fort. Les détails sont parfois absurdes, comme cette leçon sur la manière de se coucher lentement pour ne pas froisser les draps avant l'arrivée du mari. Ou ce conseil énigmatique, toujours garder un pied sur le sol, pour ne pas trop s'élever. Tu ne sais toujours pas s'il s'agit d'une métaphore. Le fait historique le plus marquant, les épouses étaient juridiquement soumises à ce qu'on appelait le devoir conjugal, un concept inscrit dans le droit canon et parfois même civil. Refuser son mari pouvait être un motif d'annulation de mariage. Tu n'avais donc pas seulement une pression sociale, mais aussi une obligation légale. Mais le plus étrange dans tout cela, c'est que personne ne t'explique ce qu'est vraiment l'acte lui-même. Tu apprends à y être, à le supporter, mais pas à le comprendre. C'est comme si on te demandait de réciter une prière
dans une langue que tu ne parles pas. Une anecdote racontée à demi-mot t'intrigue. Une jeune femme aurait tenté de poser des questions à un prêtre au sujet de sa nuit de noces. Le prêtre, choqué, aurait organisé une semaine de jeûne collectif pour purifier son imagination. Depuis, plus personne n'a jamais osé poser de questions. Leçon apprise. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces apprentissages avaient lieu dans toutes les couches de la société ou s'ils étaient plus fréquents chez les nobles ou les paysannes aisées. Certains pensent que ces transmissions étaient plus orales et communautaires que réellement codifiées. D'autres avancent que certaines femmes avaient même des carnets de conseils rédigés à la main, une sorte de guide discret pour survivre au mariage. Tu ressors de ces jours d'instruction avec un étrange mélange de fierté et de résignation. Fière d'avoir été jugée, prête, mais résignée à ce que cela signifie. On ne t'a jamais demandé ce que tu voulais. On t'a simplement appris à le cacher. Tu repenses à cette phrase dite à la fin de la dernière séance: « Une épouse obéissante est un lit bien fait. » Et tu ne peux pas t'empêcher de penser que toi, tu préfères les draps froissés. Tu es assise dans la salle principale de la maison seigneuriale, les genoux recouverts d'un tissu grossier, à attendre que quelqu'un te dise quoi faire de tes mains. Au mur, une immense tapisserie capte ton regard. Elle raconte, officiellement, la vie d'un saint, martyrisé puis béatifié, avec un ange brodé à chaque coin. Mais après l'avoir observé pendant des jours, tu commences à y voir autre chose. Il y a ce détail étrange, la position des corps, les gestes des mains, les visages, tous tournés vers le sol ou entre eux. On dirait une pièce de théâtre qu'on n'ose pas vraiment jouer en plein jour. Ta formatrice, une servante âgée à la voix rauque et aux coudes pointus, te rejoint et t'adresse un clin d'œil presque complice. « Tu sais lire les fils, ma fille ?» demande-t-elle. Tu hausses les épaules. Elle se penche vers la tapisserie. Là, regarde la corbeille aux fruits. C'est une métaphore. Et ce chien-là, entre les jambes de la dame? Pas un hasard. Tu commences à comprendre. Les tapisseries médiévales servaient aussi à transmettre des messages codés, des leçons, voire des instructions. Loin de l'art pour l'art, elles formaient un manuel discret pour les jeunes filles, surtout celles promises à un mariage noble. On y apprenait quoi faire, comment le faire et surtout, comment le faire sans jamais en parler. Le fait historique derrière tout ça, c'est que les tapisseries n'étaient pas seulement décoratives, elles remplissaient une fonction éducative, symbolique et parfois même thérapeutique. Les scènes bibliques n'étaient qu'un prétexte. Les symboles sexuels y étaient nombreux, bien qu'habillés de pudeur. Une grenade entr'ouverte, un oiseau perché, une fontaine entre deux collines. Tu saisis l'idée. Les femmes y voyaient des indices, des gestes à copier, des comportements à deviner. Car une fois mariées, pas question de faire des erreurs grossières. Il fallait tout savoir, sans jamais avoir appris. Contradiction qui te donne envie de rire, mais tu te retiens. Une fois, tu entends une autre fille chuchoter. « Regarde, le lapin tient une cloche. Ça veut dire qu'il faut faire du bruit, mais pas trop. » Tu doutes de la véracité de l'interprétation, mais bon, qui es-tu pour juger? Toi aussi, tu as passé 20 minutes à essayer de comprendre si le luth représentait la fidélité, ou juste une pause dans l'action. Une anecdote glissée par une vieille dame t'amuse plus que les autres. Il y aurait-tu, dans une abbaye oubliée, une série de tapisseries montrant exclusivement des couples endormis, chacun tourné dans une direction différente. Les moines prétendaient que c'était une allégorie de la paix divine. Les novices, elles, disaient que c'était un avertissement. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, ton mari regardera ailleurs. Les historiens, eux, ne sont pas tous d'accord sur cette lecture. Certains pensent que ces interprétations érotiques sont des projections modernes sur des objets purement religieux. D'autres soutiennent qu'au contraire, les tapisseries offraient aux femmes un espace de transmission clandestin, une sorte de savoir parallèle que seuls les yeux initiés pouvaient vraiment décoder. Ce qui est sûr, c'est que tu ne regarderas plus jamais les broderies comme avant.
Dans un coin de la pièce, une autre tenture attire ton attention. Elle représente un banquet, des coupes levées, des sourires énigmatiques. Mais là aussi, le symbolisme est partout. Un pichet renversé, une poire fendue, une main sur une épaule, presque trop fermement. Tu es tenté d'y voir un code, une sorte de langage muet destiné à celles qui n'ont pas le droit de poser des questions. Et c'est peut-être ça le plus ironique. Toute cette société qui te pousse à être obéissante, silencieuse, modeste, t'offre en même temps une infinité de signes pour apprendre l'inverse. Des signes que seuls les silencieux peuvent interpréter. À la fin de la journée, tu tentes de reproduire un motif que tu as vu. Un signe à demi replié sur lui-même, entouré de branches de gui. Tu brodes sans trop comprendre, mais avec un sentiment étrange, celui de faire partie d'une immense chaîne de messages, codés entre femmes. Une sorte de club secret où l'entrée se fait avec une aiguille et une bonne dose de patience. Tu ris intérieurement en imaginant un jour, dans des siècles, un historien très sérieux se pencher sur ton ouvrage et décréter que le signe représente l'humilité féminine face à Dieu, alors qu'en réalité, eh bien, il symbolisait surtout l'art d'éviter une nuit trop longue avec un mari trop pressé. La vieille servante revient une dernière fois vers toi. Elle te tend un petit carré de tissu brodé, soigneusement plié. Tu le déplies et tu découvres une scène discrète. Un couple assis au bord d'un lit, le regard ailleurs. En dessous, une phrase cousue en lettres minuscules. Mieux vaut dormir vite que prétendre longtemps. Tu hoches la tête. Une partie de toi ne comprend pas encore tout, mais tu sais qu'un jour, ce carré de tissu prendra tout son sens. Tu marches à petits pas sur le sol irrégulier d'une ruelle pavée, guidé par une femme aux cheveux tirés si fort qu'on dirait que son front a pris de l'avance sur le reste du visage. Elle ne dit presque rien, sauf « Tu verras, c'est là qu'on apprend ce que les mères ne disent pas ». C'est ainsi que tu arrives chez Dame Kathleen, une veuve grisonnante, réputée dans la région pour préparer les épouses à leur réalité conjugale. Elle vit dans une maison sombre, remplie d'herbes séchées et d'objets qu'on ne trouve pas au marché, figurines en os, peignes en ivoire, et un coussin brodé de mots que tu ne peux pas lire. Elle t'accueille avec un regard qui t'analyse des pieds à la tête. Elle prononce ton nom comme un verdict, puis dit simplement « On va adoucir les angles ». Tu te rends vite compte qu'il ne s'agit pas d'une formation ordinaire. Ici, pas de morale, pas de religion, seulement des astuces, transmises avec la précision d'un horloger fatigué. Elle parle peu, mais quand elle parle, chaque mot semble peser pour deux. La première leçon: l'obéissance est une danse. Parfois tu mènes, mais tu fais croire que tu suis. Puis elle te tend une cuillère trempée dans du miel tiède. Goûte. Tu t'exécutes. Elle sourit. Voilà. Toujours laisser une trace de douceur, même quand l'intérieur crie famine. Elle t'apprend comment moduler ta voix. Pas trop aiguë, cela agace. Pas trop grave, cela inquiète. Une sorte de murmure chanté, idéalement accompagné d'un soupir discret, pour l'effet de velours, dit-elle. Le fait historique, certaines femmes de la noblesse, en particulier dans les cours d'Espagne et de France, suivaient de véritables écoles de maintien où l'on enseignait, entre autres choses, comment se tenir, parler, se mouvoir et même comment exprimer un simulacre de plaisir sans jamais s'abandonner réellement. C'était une forme de théâtre permanent, réglé comme une horloge, et plus utile encore que la broderie. Ce qui t'étonne le plus chez Dame Kathleen, c'est son franc-parler. Elle te dit un jour, « Tu peux faire semblant d'aimer ça. Beaucoup l'ont fait avant toi. L'important, c'est qu'il y croit. » Et elle t'apprend à faire mine d'hésiter, à détourner le regard au bon moment, à cacher ton ennui sous une grimace interprétable comme de la pudeur. Une autre leçon te marque particulièrement. Elle te montre une petite statuette de bois, un couple enlacé, mais leurs mains ne se touchent pas. Elle te dit « Il faut être présente,
mais pas disponible. Captive, mais volontaire. Ce paradoxe, c'est toute ta vie. Tu te rends compte que cette formation, c'est une chorégraphie. Pas celle d'un bal, mais celle d'un consentement mis en scène. Tu es censé montrer que tu n'as pas d'envie propre, mais que tu es quand même prête à contenter celle de l'autre. On t'apprend même à froncer les sourcils de manière ambiguë. Un non qui pourrait être un plus tard. Un silence qui ressemble à une promesse. Une anecdote étrange revient souvent dans la bouche de la vieille veuve. Elle parle d'une femme qui, le soir de ses noces, s'était contentée de cligner des yeux 3 fois, ce qui fut interprété comme une invitation divine. On ne saura jamais si elle l'avait fait à cause d'un cil dans l'œil ou d'un accès d'ironie très maîtrisé. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces figures, comme Dame Kathleen, étaient courantes ou des exceptions. Certains pensent qu'il existait un véritable réseau de femmes âgées formant les jeunes filles aux subtilités de la vie conjugale, notamment dans les villes commerçantes d'Italie et dans les foyers aristocratiques français. D'autres pensent que ces formations relevaient plus de la tradition orale, transmise dans les cuisines, les bains ou les marchés, loin des regards masculins. Tu es partagé entre admiration et malaise. Admiration pour cette ruse collective, ce système parallèle d'éducation féminine qui a survécu au silence. Malaise devant l'idée qu'il faille apprendre à devenir l'ombre de soi-même, tout en paraissant lumineuse. Un jour, Dame Kathleen te montre une boîte en bois gravé. Elle l'ouvre et à l'intérieur, un éventail. Magnifique. Peint à la main. Elle l'agite doucement. Celui-là, c'est pour dire non, sans dire non. Tu hausses un sourcil. Elle éclate de rire. Laisse tomber, tu comprendras quand tu en auras besoin. Tu repars le lendemain avec une recette d'infusion à base de mélisse, un ruban parfumé à glisser dans ton corsage et une phrase à retenir en toutes circonstances. Quand il attend un oui, offre-lui une question. Ce que tu apprends ici, ce n'est pas l'amour. Ce n'est même pas la tendresse. C'est la maîtrise du masque. L'art de survivre dans un rôle qu'on ne t'a jamais laissé choisir. Et pourtant, tu sens bien que ces conseils, étrangement, te protègent plus qu'ils ne t'enferment. Un paradoxe de plus à ajouter à ta collection. Ce matin-là, on te réveille plus tôt que d'habitude. Pas pour prier, pas pour faire le pain. Non, c'est pour te laver. Enfin, te laver autrement. On t'emmène dans une pièce où la lumière entre à peine par une meurtrière étroite et l'air sent à la fois la cendre froide, la lavande et quelque chose d'aigre que tu n'identifies pas. Une servante âgée te tend une grande bassine de cuivre et dit simplement « Il faut que tu sois prête ». On ne plaisante pas avec l'odeur d'une épouse. Tu t'agenouilles et l'eau tiède, parfumée à la sauge et au thym, te coule lentement sur les épaules. On frotte ta peau avec des linges rugueux trempés dans un mélange de vinaigre de cidre et de cendre tamisée. Une sensation âpre, un peu piquante. On te dit que c'est pour purifier ton âme à travers ta peau. Tu ne sais pas si ton âme est très propre, mais ton épiderme commence à ressembler à celui d'un cochon lavé pour la foire. Le fait historique, contrairement aux clichés modernes, l'hygiène corporelle n'était pas absente du Moyen Âge. On se lavait plus souvent qu'on le croit, surtout dans certaines régions d'Europe. Mais ce bain-là, tu le comprends vite, n'est pas pour ta santé. Il est pour l'autre. Il est moral. Une bonne épouse ne doit pas seulement être propre. Elle doit sentir propre. Mais pas n'importe comment. Pas comme une fleur. Non. Comme un sacrifice bien préparé. On te badigeonne ensuite d'un mélange étrange. Musc, eau de rose, résine de pin. Et enfin, pour la touche finale, quelques gouttes d'huile d'ambre. Entre les seins. Oui, là. Précisément. Tu te regardes dans un petit miroir d'étain poli. Tu n'y vois qu'une ombre pâle, mais assez nette pour remarquer que tes joues ont perdu leur couleur. Ce n'est pas la honte. C'est la certitude que tu n'es plus en train de te préparer pour toi.
Une anecdote flotte dans l'air, apportée par la voix douce d'une suivante. Elle dit qu'une dame du sud de la France avait fait venir des parfumeurs arabes pour confectionner une essence rare à base de menthe noire et de jasmin. On disait que son mari, pourtant un homme de guerre peu subtil, n'osait jamais hausser la voix contre elle après l'avoir sentie. Soit il était ensorcelé, soit il avait peur de puer à côté, conclut la suivante en riant doucement. Tu ris avec elle. Un peu. Mais tu te demandes aussi, qu'est-ce que cela dit du rapport qu'on attend de toi avec ton corps? Tu ne dois pas le connaître, pas le revendiquer, seulement le polir, le farder, l'assainir pour autrui. Une armure invisible, une coquille brillante, sans voix. Tu assistes plus tard à une scène encore plus absurde. Une jeune fille trop nerveuse pour dormir la veille de ses noces est enduite d'une pommade composée de graisse de chèvre, de lavande et d'un soupçon de limon séché. On dit que cela éloigne les peurs et les mauvaises surprises. Elle n'est pas rassurée, mais au moins, elle brille comme un chandelier. Les historiens, eux, ne s'accordent pas tout à fait sur l'ampleur de ces rituels. Certains affirment qu'il s'agissait surtout de pratiques nobles ou propres aux cours princières, tandis que d'autres avancent que même chez les paysannes, il existait une forme de toilette rituelle, souvent accompagnée de prières ou de chansons destinées à ouvrir l'âme au devoir conjugal. Dans un coin de la pièce, tu entends l'une des femmes dire « Une femme bien lavée, c'est une femme qui ne donne pas à réfléchir. » Et une autre de répondre « Sauf à elle-même, parfois. » Tu gardes ça dans un coin de ton esprit, pendant qu'on te sèche avec des linges tiédis au feu. On t'enfile une chemise de nuit neuve, frottée à la cire d'abeille, pour que les draps s'y attachent moins. C'est à la fois poétique et vaguement inquiétant. Puis vient le moment de la coiffure. Là encore, tout est codifié. Une natte serrée pour montrer la discipline. Un ruban rouge pour la vitalité. Une perle cousue dans la mèche centrale pour porter bonheur. Tu demandes à quoi sert tout cela. On te répond « Pour que ton mari voie que tu as été préparé, que tu n'es pas venu comme une pierre qu'on ramasse au fossé. » Et là, tu comprends. L'hygiène, c'est un langage. C'est un indice, un signal social. Ce n'est pas tant que tu dois être propre, c'est que tu dois prouver que tu sais comment l'être, et si possible, sans jamais t'en plaindre. Tu te regardes une dernière fois dans le miroir. Cette fois, ton reflet est flou à cause de la vapeur, mais tu te reconnais moins encore. Tu ne ressembles plus à la fille qui courait pieds nus dans la cour en riant. Tu es lisse, parfumée, présentable. Et quelque part dans ton ventre, là où tu aurais voulu ressentir de l'excitation, tu ne sens qu'un grand silence bien poli. Exactement ce qu'on attend de toi, en somme. Tu es allongé sur l'herbe séchée, à côté de la chapelle du village, les doigts occupés à tresser un brin de paille sans conviction. Le vent tourne doucement les pages d'un vieux livre posé sur un banc. Un livre que tu ne peux pas lire, bien sûr, mais tu sais à quoi il sert. C'est le registre des Vierges bénies, celles qui sont mortes trop tôt pour être épouses, mais dont la mémoire est vénérée comme un exemple de pureté. Un groupe de jeunes filles passe en silence, chacune portant un bouquet de fleurs séchées qu'elle dépose sur une pierre plate marquée d'un nom effacé. Tu les observes et une pensée étrange te traverse. Qu'est-ce que ces vierges savaient vraiment? Une femme d'un certain âge s'approche, un rouleau de parchemin à la main. Elle le déroule lentement et commence à lire, d'une voix douce comme le froissement du linge. Ce sont les mots d'une de ces jeunes filles, dictés juste avant sa mort. La voix dit « Que mon corps soit une offrande sans frayeur, que mon âme sache quand plaire et quand me taire. » Et plus loin, « J'ai rêvé de mon futur époux, et dans mon rêve, je savais déjà comment poser la main sur son bras. » Tu frissonnes. Ce sont des paroles d'enfant, mais elles sont remplies d'un savoir qu'on n'est pas censé posséder à cet âge. Le fait historique,
Plusieurs textes médiévaux rapportent les testaments spirituels ou poétiques de jeunes filles mortes avant le mariage, souvent repris par les autorités ecclésiastiques pour illustrer l'idéal féminin, douce, soumise, vierge et surtout prête à l'être éternellement. Ces récits, souvent enjolivés, servaient autant d'outils pédagogiques que de modèles à imiter. Mais certaines versions, moins connues, contiennent des allusions étrangement sensuelles, des métaphores de lit, de chaleur, de gestes, comme si ces filles, nées dans l'ombre d'un futur qu'elles n'ont jamais atteint, portaient en elles une connaissance floue, transmise sans contact. Une servante te raconte à voix basse l'histoire de dame Isabelle, morte à 13 ans, qui aurait laissé derrière elle un petit cahier de prières. Sauf qu'à l'intérieur, entre les lignes consacrées à la Vierge Marie, on aurait trouvé des descriptions très précises sur la façon de plaire par le silence, de tenir son souffle quand le devoir commence, ou encore de prier dans sa tête quand le corps est dérouté. Personne n'a osé dire d'où elle tenait ça, murmure la servante. Mais le cahier a été copié et distribué. Tu sens une boule dans ton ventre. Ce n'est pas seulement la tristesse de ces vies écourtées, c'est l'idée que même la mort, même la virginité sacrée, n'a pas épargné ces filles d'un devoir qu'elles n'ont jamais connu. Les historiens se disputent encore sur l'authenticité de ces textes. Certains pensent qu'ils ont été largement réécrits par des clercs pour renforcer l'ordre moral. D'autres avancent que certaines jeunes filles, surtout dans les monastères ou les maisons nobles, étaient effectivement exposées très tôt à des récits ou des conseils relatifs au mariage, y compris à ses dimensions les plus privées. Mais dans tous les cas, ce qui ressort, c'est ce mélange d'ignorance savamment orchestré et de savoir diffusé à voix basse. On ne t'explique pas, on te fait ressentir, on insinue, comme si chaque jeune fille portait en elle l'intuition de ce qui l'attendait et de ce qu'on attendait d'elle. Une autre anecdote te revient, celle d'un tableau caché dans une abbaye, représentant une enfant couronnée de lys, les mains jointes, sauf qu'un léger sourire, presque imperceptible, éclaire son visage. Certains moines y voyaient la grâce divine. D'autres, plus terre à terre, murmuraient qu'elle avait compris quelque chose, qu'elle avait entrevu le rôle à jouer, même sans l'avoir vécu. Tu repenses alors à ces testaments, à ces lettres, à ces bougies allumées pour des âmes pures qui n'ont jamais connu la nuit nuptiale. Et tu te demandes, est-ce qu'elles y ont échappé? Ou est-ce qu'on les a, malgré tout, utilisées pour perpétuer les attentes qu'elles ont évitées? Une brise légère soulève ton voile. Tu regardes les fleurs séchées, les pages jaunies, les noms effacés, et tu comprends que dans ce monde, même la mort d'une fille devient un outil d'enseignement, un manuel sans main, un avertissement sans mots. Tu baisses les yeux sur tes doigts qui tressent encore la paille. Tu penses, et moi, quel sera le parchemin qu'on récitera à mon sujet? Tu es dans la grande cour de la maison noble, un après-midi d'été, où la poussière dorée flotte dans l'air comme une pluie de farine. Les enfants jouent, les adultes discutent à l'ombre d'un tilleul. Et toi, tu observes un groupe de servantes plus jeunes, alignées près de la fontaine, qui s'adonnent à un jeu étrange. Madame dort au bon côté. Le nom paraît innocent, presque charmant, mais très vite, tu comprends que le jeu ne l'est pas tout à fait. Une fille joue Madame. Elle s'allonge sur une couverture, les yeux fermés, les mains croisées sur le ventre. Une autre joue Monsieur, qui tourne autour, fait mine de s'approcher, puis demande « Madame dort-elle sur le bon côté ?» Et la première répond, d'une voix monocorde « Cela dépend du vent. » Rire étouffé, silence complice. Puis les rôles s'échangent. Le jeu continue. Toujours les mêmes gestes, les mêmes mots. Mais chaque détail semble codé. Un genou plié, un regard vers le sol, un souffle retenu. Tout devient imitation d'un rituel que ces jeunes filles ne maîtrisent pas encore, mais qu'on leur fait répéter comme une leçon de grammaire. Tu sens un léger malaise monter en toi. Ce jeu, ce n'est pas une farce. C'est une répétition.
un entraînement à la posture, à la soumission douce, à l'inertie contrôlée. Le fait historique, les jeux d'enfants au Moyen Âge, ne se limitaient pas à la marelle ou aux osselets. Plusieurs récits de voyageurs et de chroniqueurs évoquent des jeux symboliques où les rôles d'adultes étaient mimés, souvent dans les maisons nobles où les enfants serviteurs imitaient les seigneurs. On y jouait le mariage, les adieux, le banquet, mais aussi, plus subtilement, la nuit de noces. Tu t'assieds à côté d'une nourrice, une femme ronde et taciturne qui regarde la scène avec une sorte de lassitude amusée. Tu lui demandes « Pourquoi joue-t-elle à ça ?» Elle répond simplement « On les prépare, on évite les surprises. » Puis elle ajoute, presque pour elle-même, « Une fille surprise est une fille qui crie, et une fille qui crie, on dit qu'elle est folle. » Tu restes un moment sans parler. Une anecdote étrange te revient. Un soir, à la veillée, une vieille servante avait raconté qu'elle avait vu une enfant de 8 ans jouer à la mariée sage, où elle devait rester immobile pendant que ses invités s'approchaient un par un pour lui offrir des cadeaux. Le jeu se terminait quand elle versait une larme. Elle avait gagné quand personne ne l'avait remarqué pleurer. Certains historiens interprètent ces jeux comme des reflets inoffensifs de la société. Les enfants imitent ce qu'ils voient, comme toujours. D'autres, plus critiques, y voient un dressage déguisé, une manière de former, dès le plus jeune âge, des êtres qui sauront tenir leur place dans un monde immobile. Tu observes encore les servantes. L'une d'elles demande soudain, très sérieusement, « Et si madame veut changer de côté ?» Les autres éclatent de rire. Mais le silence qui suit est épais comme du beurre rance. Personne ne répond. Le jeu reprend, sans variation. Tu remarques alors une chose subtile. Plus les filles sont âgées, moins elles rient. Les plus jeunes s'amusent, s'inventent des rôles, renversent parfois les règles. Mais dès que l'adolescence s'approche, tout devient plus rigide, plus précis, comme si le jeu cessait d'en être un. Tu penses à ta propre enfance. Tu ne te souviens pas d'avoir joué à ce genre de choses. Mais peut-être que tu y étais sans le savoir. Peut-être que chaque fois qu'on t'a dit de marcher sans faire de bruit, de regarder tes pieds quand on te parle, de sourire même quand tu es fatigué, tu jouais déjà. Un dernier détail te marque. Après la partie, une des servantes se lève, l'air un peu songeuse. Elle s'étire, regarde les nuages et dit à mi-voix « C'est fou comme on finit toujours du même côté. » Elle ne parlait peut-être que de la couverture, ou peut-être pas. Tu rentres ce soir-là avec l'impression d'avoir assisté à une pièce de théâtre muette, jouée depuis des siècles, sans metteur en scène, sans rideau, mais avec un public bien attentif, les futures épouses elles-mêmes. Et toi maintenant, tu sais ton texte. Même si tu n'as encore jamais monté sur scène, il y a une pièce dans le monastère qu'on n'ouvre qu'à certaines occasions, jamais pendant les offices, ni les jours de jeûne. Une salle modeste, dont les murs sont ornés de tapisseries aux motifs floraux et où une table de bois sombre trône au centre. Ce matin-là, on vous y fait entrer à 3, en silence. Une abbesse à la retraite, le visage traversé de rides organisées comme les sillons d'un champ, vous attend, debout. Elle a dans les mains une boîte recouverte de velours brun qu'elle ouvre lentement comme si elle dévoilait un trésor liturgique. À l'intérieur, rangées sur de petits coussins, se trouvent des figurines de cire, des formes humaines, simplifiées, presque grotesques. Couples enlacés, postures diverses. Certaines semblent familières, d'autres un peu plus déroutantes. Ce sont les positions permises, celles que l'Église tolère. Sa voix est calme, monotone, presque apaisante. Le reste, vous l'apprendrez ailleurs, mais je ne veux pas le savoir. Tu comprends alors que ce moment, aussi étrange soit-il, est en fait une leçon de conformité, habillée de morale et de mysticisme. Le fait historique, l'Église médiévale s'est effectivement mêlée de l'intimité conjugale.
Elle prescrivait certaines positions acceptables, principalement la position dite du missionnaire, et condamnait d'autres considérées comme contre nature. Des manuels pour confesseurs mentionnaient ces détails de façon technique, comme s'il s'agissait de péchés classifiés, presque des infractions mécaniques. L'abbesse soulève une figurine représentant un homme agenouillé derrière une femme allongée. Elle fronce les sourcils, puis la repose, un peu trop vite. Celle-ci, non, jamais. Cela ressemble à la bête. Tu essaies de cacher ton trouble, pas parce que tu es choqué, mais parce que l'idée que des femmes consacrées à Dieu puissent conserver ces figurines dans une boîte en velours t'échappe un peu. Et peut-être que le sacré et le charnel sont moins éloignés qu'on te l'a toujours dit. L'abbesse vous montre ensuite une figurine très droite, presque rigide. Ici, on regarde le plafond. On ne bouge pas. On offre. C'est tout. Tu notes intérieurement que le plafond deviendra, pour bien des femmes, le seul témoin de leur nuit. Une anecdote t'est chuchotée par la fille assise à côté de toi. Sa cousine, mariée depuis 2 ans, aurait entendu de son propre curé que rire pendant l'acte marital était un péché. Parce que le rire ouvre la bouche, et donc le diable peut entrer. Tu manques de rire toi-même, ce qui serait peut-être la preuve qu'il est déjà trop tard. Les historiens se disputent encore sur l'influence réelle de l'Église sur les pratiques sexuelles médiévales. Certains affirment que les gens, surtout dans les campagnes, prenaient ces interdits avec beaucoup de distance, voire les ignoraient complètement. D'autres soulignent que la peur du péché, martelée depuis l'enfance, suffisait à modeler les comportements, même dans l'obscurité la plus privée. Tu observes l'abbesse avec plus d'attention. Derrière son expression impassible, tu crois deviner une sorte de lassitude. Comme si elle-même avait appris tout cela un jour, avec les mêmes figurines, et que depuis, elle les répète mécaniquement, sans croire tout à fait à leur utilité, mais consciente de leur pouvoir de contrôle. Une figurine en particulier attire ton attention. 2 corps sont allongés côte à côte, tournés l'un vers l'autre, mais sans contact visible. L'abbesse la touche à peine du doigt. Celle-là, c'est pour les nuits où l'on veut seulement remplir le devoir, pas plus. Une pause, puis, presque comme une confidence. Celle-là, c'est celle que les femmes préfèrent. Un silence étrange s'installe dans la pièce. Pas de gêne. Plutôt, une reconnaissance tacite. Un accord muet entre toutes, au-delà des âges, des statuts, des croyances. Avant de partir, l'abbesse range soigneusement les figurines. Elle les enveloppe dans un tissu, comme on rangerait des reliques. « Ce n'est pas à moi de juger ce que vous ferez, » dit-elle. « Mais si vous devez le faire, au moins sachez ce qui vous est permis. » Sur le chemin du retour, tu repenses à cette scène, à cette pièce tranquille, ces morceaux de cire, ces règles implicites, et surtout, tu te demandes si toutes ces figurines ne sont pas là uniquement pour te faire oublier, que tu pourrais, un jour, en créer une toi-même, à ta manière. Tu es dans une chambre basse, aux poutres noircies par le temps, éclairée par une seule chandelle qui semble fondre plus vite que le silence ne s'épaissit. À côté de toi, une noble dame au cou interminable, vêtue d'un surcot d'un bleu éteint, t'observe sans cligner des yeux. Elle s'appelle Dame Blancheflore, nom charmant si l'on oublie qu'elle ressemble à un hibou insomniaque. Elle a été mariée 3 fois et chaque fois, son époux est mort dans son sommeil. On dit que c'est une veuve chanceuse. Toi, tu la trouves surtout intimidante. Tu veux savoir comment ne pas dire oui, dit-elle, en tissant lentement une cordelette entre ses doigts. Tu hoches la tête. Et surtout, comment ne pas dire non? Tu hoches à nouveau, un peu plus lentement. Elle te parle de l'art subtil du demi-soupir, du regard qui s'échappe, de la main posée sur le drap comme un pigeon apprivoisé, là, mais prêt à s'envoler. Elle appelle cela le théâtre des épouses, un jeu de signes codés, où chaque geste vaut plus qu'une réponse claire.
Le fait historique. Dans les sphères aristocratiques, et parfois même bourgeoises, le langage corporel féminin était tout un art, enseigné, observé, parfois même noté. On attendait des femmes qu'elles soient gracieuses, consentantes, mais sans jamais montrer d'envie. La volonté devait être invisible, flottante, comme une dentelle accrochée à un courant d'air. Dame Blanchefleur se lève. Elle marche, dos droit, jusqu'à un petit coffret dont elle sort. Une pomme. Pas une vraie. Une fausse. En cire. Ça, c'est ton arme. Tu fronces les sourcils. Quand il s'approche trop, tu la fais tomber. Tu dis que tu vas la chercher. Il attend. Tu gagnes du temps. Tu ne sais pas si elle plaisante. En fait, tu ne sais jamais quand elle plaisante. C'est probablement ce qui la rend si redoutable. Elle s'assied près de toi et te prend les mains. Il faut que tu sois à la fois ouverte, comme une porte entr'ouverte, et fermée comme un coffre dont la clé est tombée dans un puits. C'est poétique et absurde, donc sans doute très proche de la vérité. Elle te donne aussi des phrases à mémoriser, des formules toutes faites qui veulent tout dire et rien à la fois. J'ai prié aujourd'hui. Je crains de ne pas être légère. Les étoiles sont hautes ce soir, mon esprit aussi. Mon corsage est trop serré pour de telles choses. C'est un florilège de poésie défensive. Des escarmouches verbales pour survivre à des assauts conjugaux non violents, mais pesants. Une anecdote revient souvent dans ses propos, celle d'une épouse danoise du XIVe siècle qui avait, pendant 2 ans, réussi à retarder toute approche physique de son mari grâce à un ensemble de phobies feintes, peur des planchers, des rideaux, des nuits impaires. Ce n'est que lorsque le roi lui-même a envoyé un prêtre pour l'absoudre de ses craintes superstitieuses qu'elle a cédé. À contre-cœur, sûrement. Les historiens ne s'accordent pas sur l'ampleur de ces tactiques. Certains disent qu'elles étaient l'apanage des femmes cultivées ayant le loisir de manœuvrer. D'autres pensent qu'il existait, même chez les femmes les plus modestes, une culture du « oui mais non », transmise de mère en fille comme un héritage de prudence. Dame Blanchefleur se penche alors vers toi, les yeux brillants de cette lueur mi-sarcastique, mi-fatiguée. Tu n'as pas besoin de fuir, tu as juste besoin de faire croire que tu es déjà parti. Tu murmures « Et si je veux dire non ?» Elle te regarde longuement, puis souffle. Alors fais-le. Mais sois prête à le payer cher. Mieux vaut parfois s'endormir avant qu'il arrive. Tu souris malgré tout. Ce n'est pas joyeux, mais c'est lucide. Et dans ce monde, la lucidité, c'est un luxe rare. Avant de partir, elle t'offre une broche en forme de main fermée. C'est pour les nuits où ton cœur dit non, mais ta bouche est muette. Tu la prends avec un étrange mélange de gratitude et de tristesse. Ce soir-là, dans ta chambre, tu la poses sur ton oreiller, et tu dors d'un sommeil lourd, rempli de soupirs que personne ne peut interpréter. Tu es assise sur un banc de bois, une chope tiède entre les mains, les pieds bien calés sur une pierre plate pour ne pas salir le bas de ta robe. Le banquet de mariage vient de commencer, et déjà les voix s'élèvent, les rires fusent, les viandes rôties défilent à un rythme qui ferait pâlir un moine ascète. Dans un coin, un musicien gratte un luth au ventre bombé, pendant qu'un autre souffle dans un chalumeau avec l'air d'un homme prêt à s'évanouir. Et soudain, au milieu du vacarme, s'élève une voix chantée, douce, ironique, presque nonchalante. Une femme d'un certain âge, aux joues rouges de vin et aux coudes solides, entonne une vieille chanson nuptiale. Tu tends l'oreille. Les paroles parlent de pain levé, de jarres de miel, de draps bien tendus. Rien de scandaleux, et pourtant, à chaque refrain, les invités éclatent de rire ou de gloussements discrets. Si le pain est bien doré, la nuit sera sans bruit. Mais si le pain reste plat, gare au cri du mari. Ah, tu vois le genre. Le fait historique? Les chants de noces médiévaux regorgeaient de double sens,
Ils étaient à la fois bénédiction, leçon de conduite et farce codée. Le pain symbolisait souvent le corps féminin, la cuisson renvoyait à la préparation au mariage, et les liquides, qu'on parle de vin ou de pluie, avaient rarement un rôle strictement météorologique. Tu t'amuses à repérer les sous-entendus. Quand une voix clame, qu'il entre sans heurter le seuil et qu'elle ouvre sans mot dire, tu ne peux t'empêcher de lever un sourcil. Même le curé, assis au bout de la table, sourit dans sa barbe. Une servante te glisse alors, en essuyant une chope. Ce sont des chansons anciennes, on les connaît toutes, même celles qu'on n'avoue pas. Et en effet, toutes les femmes autour de toi semblent les connaître. Elles chantent à demi-voix, sans rougir, leur regard croisant parfois celui de leur mari, parfois celui du vide, comme si elles récitaient une recette héritée depuis des générations. Une anecdote traverse la soirée, celle d'un poète du XIIIe siècle, invité à une noce, qui aurait composé sur place un poème chanté dans lequel chaque strophe évoquait un organe domestique, lampe, seau, moulin, pour désigner, sans jamais le dire, les gestes du lit nuptial. Le texte aurait fait le tour de la région, copié à la main, souvent illustré, discrètement, bien sûr. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces chansons étaient perçues comme simplement grivoises ou si elles jouaient un rôle initiatique. Certains y voient un moyen de désamorcer la tension des noces, d'autres, un langage codé entre femmes, une manière de faire passer des messages qu'aucun manuel n'oserait écrire. Ce qui est sûr, c'est que ces chansons sont tout sauf innocentes. Elles disent sans dire, enseignent sans expliquer, avertissent en faisant rire. Et leur efficacité tient précisément à cette ambivalence. Tu assistes un peu plus tard à un jeu chanté. Une ronde où les femmes tournent autour de la mariée en répétant « Tourne, tourne, petite clé, cherche la serrure enchantée ». La mariée, cramoisie, rit nerveusement. Tu ne peux t'empêcher de penser qu'elle ne rit pas seulement parce que c'est drôle, mais parce que ne pas rire serait bien pire. Un vieux paysan lève sa coupe et déclare « Si la chanson est bonne, le lit sera moelleux ». Personne ne répond, mais tout le monde trinque. Tu commences à comprendre que ces soirées ne sont pas que des fêtes. Ce sont des rites, des moments où la communauté dit tout haut ce qu'elle ne dira jamais à la lumière du jour, où les non-dits prennent une voix et une mélodie. Et toi, dans ce brouhaha chanté, tu apprends, sans t'en rendre compte, comment feindre la candeur, comment rire quand on est mal à l'aise, comment esquiver les regards trop appuyés en trinquant. Vers la fin du banquet, la chanteuse revient pour une dernière chanson. Celle-ci est plus lente, presque tendre. Elle dit « S'il dort avant elle, elle sera libre. S'il l'écoute un peu, elle sourira. Mais s'il commande, qu'elle pense à demain, car demain, elle pourra faire semblant. » Tu frissonnes, pas de froid, pas de peur, juste cette sensation étrange que, depuis le début, tout cela est un théâtre. Et que toi aussi, tu as ton rôle. Et peut-être, après tout, une réplique à glisser quand viendra ton tour. Tu es assise sur un tabouret dur, comme les principes d'un inquisiteur, dans une petite cuisine emplie d'odeurs étranges, quelque part entre la menthe fanée, la fumée de genièvre et un soupçon de vinaigre oublié. Devant toi, une marmite ronde et basse mijote doucement, avec des bulles épaisses qui remontent comme si elles avaient des choses à dire. La maîtresse des lieux s'appelle Agnès. On l'appelle aussi la calmante. C'est une herboriste, ou une guérisseuse, ou une sorcière selon à qui tu poses la question. Elle a cette façon de te regarder comme si elle connaissait ton sommeil avant même que tu ne t'endormes. Aujourd'hui, elle prépare une potion spéciale. Pas pour soigner. Pas vraiment. Plutôt pour préparer ton cœur. Expression vague s'il en est, mais qui, dans ce contexte, signifie te rendre plus douce, plus apaisée, plus adaptée. Elle te montre les ingrédients un à un, comme une prêtresse dévoilant ses reliques. Verveine pour calmer l'esprit,
camomille pour relâcher les muscles, un peu de pavot, mais juste assez pour faire tanguer les pensées, et surtout quelques gouttes d'essence de marjolaine, pour éloigner l'idée de dire non trop vite. Le fait historique, l'usage des plantes pour modifier l'humeur, le comportement ou même la perception du corps était courant au Moyen Âge, chez les hommes comme chez les femmes. Mais certaines préparations étaient spécifiquement destinées aux jeunes mariés, non pas pour leur santé, mais pour faciliter la première nuit. On parlait de calmant de l'âme, de vin du silence ou de lait de paix. La frontière entre soin et soumission était fluide. Agnès te fait boire une petite gorgée du mélange, tiède et amère. Tu grimaces. Elle rit. C'est normal. L'amour n'est pas sucré, ma douce. Tu tousses un peu. Elle ajoute. Tu verras, après ça, tu diras peut-être oui, ou tu ne diras rien, et ce sera pareil. Tu veux protester. Dire que tu n'as pas besoin de potion pour être docile, ou que tu n'as pas envie de l'être. Mais déjà, la chaleur du breuvage s'installe dans ton ventre, comme une couverture qu'on ne t'a pas demandé si tu voulais. Une servante entre discrètement, pose une petite boîte de bois sur la table. À l'intérieur, des sachets de tissu remplis de poudre. On les appelle fleurs de lune. Tu es censé les glisser dans ton corsage ou sous ton oreiller. Elles ne font pas dormir, pas vraiment. Elles rendent l'humeur meilleure. Tu ne demandes pas si c'est scientifiquement prouvé. Une anecdote vient ponctuer le silence. Agnès raconte qu'une duchesse du Nord avait fait préparer, pour chacune de ses filles, un élixir spécial à base de figues séchées, de sauge et de larmes de poule. Tu choisis de ne pas poser de questions. Il paraît qu'aucune d'elles n'a jamais pleuré pendant sa nuit de noces. C'est ça, le vrai miracle, conclut Agnès en haussant les épaules. Les historiens, eux, ne savent pas vraiment quoi penser de ces breuvages. Certains affirment qu'ils étaient symboliques, presque rituels, plus placebo que poison. D'autres avancent que certaines femmes en devenaient dépendantes et que cela renforçait un cycle d'obéissance chimique parfaitement adapté aux attentes patriarcales. Toi, tu ne sais pas ce qui te dérange le plus, l'idée qu'on doive t'assommer gentiment pour te faire entrer dans le rôle, ou celle que ça fonctionne vraiment. Agnès, en tout cas, semble convaincue. Elle te tend un petit flacon. 2 gouttes dans un vin chaud, pas plus. Tu le prends parce que dire non à une herboriste, c'est généralement un mauvais plan. Avant de partir, elle te glisse un dernier conseil. Et si jamais tu veux avoir l'esprit clair, mâche une graine de moutarde. L'amertume réveille ce que la douceur étouffe. Tu souris. Pas parce que c'est drôle, mais parce que tu es fatigué. Étrangement fatigué. Tu as l'impression que ton corps flotte légèrement et que tout est un peu plus doux, un peu plus flou. Sur le chemin du retour, tu passes devant une fontaine. Tu t'y regardes. Tes yeux brillent d'un éclat étrange. Tu n'as pas pleuré, mais on dirait que tu pourrais. Et tu penses, si je dois boire pour être prête, alors pour qui suis-je vraiment prête? Une brise légère fait teinter les sachets de fleurs dans ton panier. Tu rentres. Tu n'as pas dit oui, tu n'as pas dit non, mais apparemment, ce soir, ce sera suffisant. La chambre est silencieuse. Trop silencieuse peut-être. Il y a là un feu qui crépite faiblement, comme s'il avait lui aussi peur de faire trop de bruit. Les rideaux ont été tirés avec soin. Le lit a été refait 3 fois dans l'après-midi. Et sur les draps blancs, une branche de romarin est posée, comme une sentinelle qui ne comprend pas sa mission. Tu es seul. Pour l'instant, la maison entière a été absorbée par ce moment. Les rires se sont tus. Les cloches ne sonneront pas ce soir. C'est le grand soir, comme on dit dans les veillées. Pas parce qu'il est magique, pas parce qu'il est attendu, mais parce qu'il est incontournable. Il est inscrit dans l'ordre des choses. Tu as été lavé, habillé, peigné, conseillé, parfumé, encadré, puis doucement poussé vers cette pièce comme on conduit un animal dans un enclos propre.
Tu n'as pas crié. Mais tu n'as pas souri non plus. Sur la table, une coupe de vin. On t'a dit de la boire lentement, qu'elle adoucirait les premières minutes. Tu n'as pas demandé lesquelles. Le fait historique, la nuit de noces médiévale n'avait rien d'un moment de tendresse. Elle était un devoir social, religieux, économique. L'union devait être consommée rapidement, parfois même devant des témoins indirects, pas dans la pièce, mais derrière la porte, ou juste à côté. La preuve de la virginité, ou de sa simulation réussie, était attendue, et souvent vérifiée. Tu sais qu'au matin, ta robe de nuit devra être pliée soigneusement, et qu'une servante ira jeter un œil discret au drap, non pour voir si tu vas bien, mais pour voir si tu as fait ce qu'il fallait. On t'a dit que c'est une bonne chose si tu ne ressens rien, que ça passera vite, que ce n'est pas l'amour qui compte, mais le respect d'un mari, d'un nom, d'une lignée. Une anecdote t'a fait rire plus tôt dans la journée. Une vieille femme du village a raconté qu'elle, la première nuit, s'était endormie avant même que son mari n'entre dans la chambre. Il aurait dû attendre le lendemain. Et il m'a remercié plus tard, disait-elle avec un clin d'œil. Tu ne sais pas si elle disait vrai, mais tu espères secrètement être aussi chanceuse. Les historiens se disputent encore sur la fréquence réelle de ces vérifications post-nuptiales. Certains affirment qu'elles étaient rarissimes en dehors de certaines familles nobles obsédées par la lignée. D'autres avancent que, dans les milieux ruraux, elles servaient surtout à faire jaser, à marquer les réputations, une sorte de théâtre collectif de la virginité. Toi, ce que tu sais, c'est que tu n'as pas envie. Pas ce soir. Pas comme ça. Tu regardes la porte. Tu l'entends grincer doucement comme si elle hésitait à s'ouvrir. Tu respires lentement. Tu te souviens des gestes? Du regard au sol. Des mots appris. Je suis prête. Je suis à vous. Tout est bien. Des formules qui ne disent rien, mais qui remplissent le silence. Comme on bourre un oreiller de plumes pour qu'il paraisse plus doux. Tu entends des pas dans le couloir. 2, puis un silence. Puis encore 2. Il arrive. Ton cœur bat, mais sans hâte. Tu n'es pas terrifié. Tu es absente, présente dans le corps, mais ailleurs dans l'esprit. Un peu comme une chandelle qu'on a soufflée trop vite, mais qui fume encore par habitude. Tu repenses à toutes celles qui sont passées par là, celles dont tu as lu les lettres, celles dont les chansons font encore rire les invités, celles qui ont bu la même potion, brodé les mêmes draps et dit oui en murmurant à peine. Et tu réalises que personne ne t'a jamais demandé. As-tu envie? Seulement. Es-tu prête? Et là, dans cette chambre trop silencieuse, tu comprends que la plus grande absence n'est pas celle de l'amour, c'est celle du choix. Alors tu te replies un peu sous les draps, tu fermes les yeux avant même qu'il entre, tu sais ce qu'il attend. Et tu sais aussi ce que tu peux encore contrôler, la lenteur de ta respiration, la courbe de ton dos, le bruit ou son absence. Et dans le noir, tu murmures un mot qu'on ne t'a pas appris, mais qui te semble, pour une fois, entièrement tien. Le soleil s'est levé depuis un moment, mais la chambre reste dans une pénombre volontaire. Tu es toujours là, les jambes repliées sous les draps, le regard fixe posé sur les plis du tissu. Ton corps est calme, trop calme, comme après une longue traversée où l'on n'aurait pas bougé un doigt. Tu n'as pas pleuré. Tu n'as pas crié. Tu as fait ce qu'on t'a appris. Tu as souri, peut-être. Ou alors tu as juste tourné la tête au bon moment, comme on t'a montré. Tu ne sais plus. Tu ne veux pas savoir. Le drap est toujours là, avec sa tache discrète, suffisante pour faire taire les bavardages, pas assez grande pour éveiller la compassion. On viendra le chercher bientôt. Il rejoindra les linges du jour comme un message codé que tout le monde saura lire, sauf toi. Le fait historique. Dans certaines régions d'Europe, la preuve de la défloration était une affaire communautaire. Parfois,
Des femmes de la maison inspectaient le linge au matin. Dans d'autres cas, le drap était exposé publiquement. Il arrivait même que la mariée doive se soumettre à un examen médical rudimentaire en cas de doute. Tout cela sous couvert d'honneur, bien sûr. D'ordre, de tradition. Tu t'habilles lentement. Chaque geste est mécanique. Tu enfiles ta robe comme on endosse un rôle. Les bruits de la maison reprennent. On entend les couverts, les sabots, les voix basses qui disent « Elle s'est bien conduite » sans te regarder. Le monde t'a déjà classée épouse, admise et, surtout, silencieuse. Une anecdote circule dans la bouche des servantes. Une jeune mariée aurait, au matin, griffonné un mot qu'elle avait laissé sous son oreiller. Il disait simplement « Si j'étais un meuble, je serais la chaise qu'on ne déplace jamais. » Elle est partie peu après, personne ne sait où. Les historiens se disputent encore sur la perception qu'avaient les femmes médiévales de cette nuit. Était-elle vraiment redoutée? Était-elle parfois attendue avec espoir? Certains témoignages, rares et filtrés, évoquent du soulagement, de la fierté, même un certain plaisir. Mais d'autres, plus fréquents, montrent la résignation, la douleur, le retrait psychique, ce moment où l'on quitte son propre corps pour ne pas trop sentir. Et c'est peut-être ça, le plus troublant, l'oubli que tu t'infliges pour pouvoir continuer. Tu sors de la chambre, enfin. Les autres femmes te regardent brièvement, puis détournent les yeux. Mais une vieille dame, que tu ne connais pas, t'attrape doucement le poignet. Elle murmure « Ce n'est pas aujourd'hui qu'on sait si tu as réussi. C'est dans 5 ans, quand tu sauras encore marcher tête haute. » Tu ne comprends pas tout de suite, mais tu hoches la tête. Plus tard, seul dans un coin de jardin, tu t'assieds sous un figuier. Tu observes les feuilles épaisses, les figues mûres, prêtes à éclater. Tu penses, est-ce que je suis comme ça, moi aussi, éclaté de l'intérieur, mais encore intact dehors? Le vent soulève un pan de ta robe. Tu le laisses faire. Tu fermes les yeux. Tu imagines la mer, ou les champs, ou n'importe quel endroit où on ne te demande rien d'autre que d'être là, et dans ce silence doux, tu sens ton souffle reprendre un rythme qui t'appartient. Enfin. Et maintenant que tout est dit, laisse-toi glisser. Tu as traversé des salles sombres, entendu des chants codés, marché dans les pas de celles qui n'avaient pas le choix. Tu as appris à plier ton corps, à feindre, à t'effacer. Mais ce soir, tu n'as plus besoin de tout cela. Il n'y a ici ni tante qui conseille, ni prêtresse silencieuse, ni drap à inspecter. Il y a juste toi, ton souffle, lent, ton esprit qui flotte doucement. Tu n'as pas besoin d'être prête, ni correcte, ni immobile. Tu peux exister maintenant, sans que personne ne t'évalue. Tu peux rêver d'autres chambres, d'autres fenêtres, d'autres façons d'aimer ou d'attendre. Tu peux décider que tu es plus que la somme de ces leçons. Alors laisse les mots se dissiper comme une brume du matin. Laisse ton corps se relâcher comme un ruban qu'on détache. Laisse ton esprit s'enrouler dans la lenteur, dans la douceur, dans ce monde où l'on n'obéit plus. Tu n'as plus à plaire, seulement à dormir. Bonne nuit.